Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle soirée donc du 7 avril 2014. Bienvenue sur Fréquence Interdite hébergée par Orion. Bonsoir Orion. Et bonsoir tout le monde. Co-animé par Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir à tous. Bonsoir Gérard. Bonsoir Chine. Nous avons également une invitée qui est là, Anaïs. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Et donc notre invité, donc Gérard Confineau. Donc bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc Martine, je te laisse faire l'introduction. Donc Gérard, vous êtes druide, vous avez un parcours de guérisseur, chaman, vous travaillez avec les cristaux, les minéraux, Ouais. Vous êtes directeur de la revue Planète Gaïa depuis 2009. Ouais. Et votre maison d'édition vient de s'associer avec la radio Zolkin. Tout à fait. Bah voilà, vous avez tout dit. Bon bah merci d'être venu, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci Gérard. Alors Depuis Planète 2009. Gaïa, pour résumer, c'est une revue qui traite de tout ce qui est ésotérique, spirituel, qui traite tout ce qui touche à la santé autrement, c'est-à-dire toutes les médecines douces, et bien sûr l'écologie. Alors quand on parle d'écologie, c'est évident qu'on ne parle pas des vers, mais on parle de vrais projets écologiques, c'est-à-dire des maisons autonomes ou des choses comme ça. Donc c'est une revue qui est trimestrielle et qui existe donc depuis 2009. On vient de sortir là le numéro 16 qui vient d'être envoyé aux abonnés. C'est une revue que vous ne trouverez pas dans les kiosques. Elle est exclusivement sur abonnement. Et donc tu es un druide. Alors depuis quand cela a commencé? Ah, vous savez, moi je suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Alors, comment vous dire? Moi, depuis toujours, j'ai eu le besoin de mettre les mains sur les gens. Déjà tout petit à l'école, quand j'avais un copain ou une copine dans la cour de récré qui se faisait un bobo, je mettais les mains dessus et puis ça allait bien, ou ça allait mieux. Je me posais pas trop de questions et je le faisais. Et puis en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à cette pratique que j'avais, ce réflexe que j'avais de mettre les mains sur les gens tout le temps. Et j'ai commencé à lire des bouquins, à m'intéresser et à rencontrer surtout des personnes qui ont croisé mon chemin, mon parcours tout au long de ma vie et qui sont toujours arrivés au bon moment quand j'en avais besoin. Et un des tout premiers que j'ai rencontré, je devais avoir une dizaine d'années, c'était un druide. C'était un vieux breton. Moi, j'étais en vacances à la ferme, dans une ferme dans le Morbihan, je crois me souvenir, et je m'embêtais un petit peu parce que j'étais le seul gamin. Alors donc j'allais me promener dans la forêt, j'allais me balader, et j'ai rencontré ce bonhomme, ce vieux bonhomme qui coupait des branches, et on a commencé à discuter, et j'ai passé 2 mois avec lui pendant toutes les vacances, juillet, août, et j'ai appris plein de choses. Et donc j'ai appris qu'il était druide. Il a commencé à m'initier au druidisme, à m'initier à la nature, à m'expliquer comment fonctionnait mon don, et à me donner tout un tas de petites combines qui m'ont permis déjà de faire un grand pas et de me retrouver malheureusement un peu en décalage après avec mes petits copains parce que je me sentais pas tout à fait comme eux. Et tout au long de mon parcours, après, j'ai rencontré d'autres druides. Cet homme merveilleux que j'ai rencontré donc pendant mes vacances est décédé peu de temps après, et ça m'avait beaucoup affecté. Mais mon chemin a été entrecoupé par d'autres rencontres du même type, et donc j'ai toujours été baigné là-dedans. Voilà, pour le druidisme, c'est ça. Je suis devenu officiellement druide il y a, je sais plus, 30 ans, ouais, une trentaine d'années maintenant. Mais je pratiquais déjà depuis mon enfance, donc j'ai pas appris grand-chose dans ces rencontres, dans ces collèges comme on les appelle.
Mais c'était sympa parce que pratiquer tout seul, c'est bien, c'est utile, mais pratiquer en groupe, le druidisme, c'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'il y a la force du groupe, et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve que quand on fait partie d'un groupe. Et c'est important de se retrouver à plusieurs dans la nature, quand on invoque les arbres, le vent ou les dieux, parce que plus on est nombreux, plus la voix est forte et plus elle porte loin. Et les dieux nous écoutent plus. Mais on retrouve un petit peu ça dans toutes les religions. Enfin, je pense. Je suis pas un expert dans les religions, mais je pense qu'on doit retrouver ce genre de pratique un petit peu partout. Alors, nous avons une première question d'Akabir. Oui. Peux-tu nous parler de ton métier de guérisseur? Oula, parler de mon métier de guérisseur, vaste programme. En dire quoi? Que je mets les mains sur les gens pour les soigner, que je traite n'importe quoi. Il y a des guérisseurs qui sont des spécialistes pour passer le feu, d'autres qui sont spécialistes pour les problèmes osseux. Moi, je n'ai pas de spécialité. Je suis un généraliste. Donc les gens viennent me voir avec un problème. D'ailleurs, mon slogan, et ça fait 20 ans que je l'ai, mon slogan, c'est tout problème a une solution. Donc vous venez me voir avec vos problèmes et ensemble, on va trouver la solution. Partant de là, j'ai de multiples pratiques parce que j'ai passé... moi, je suis un élève permanent. J'ai passé ma vie à étudier des choses parce que je m'intéresse à plein de choses. Donc, j'ai étudié un peu tout. J'ai étudié les cristaux, j'ai étudié le Reiki, j'ai étudié les sons, j'ai étudié tout ce qui s'est présenté à moi, tout ce qui a croisé mon chemin. Je me suis marié avec aucune pratique. C'est-à-dire que si vous venez me voir pour un soin, quel qu'il soit physique ou psychologique ou psychique, je sais pas ce que je vais vous faire. C'est souvent les gens me prennent rendez-vous avec moi au téléphone et puis quand je les vois, eh bien, je m'aperçois que c'est pas du tout ça dont ils ont besoin et je leur fais autre chose. Alors c'est un mélange de plein de choses. Il y a un petit peu de connaissances druidiques, il y a beaucoup de chamanisme, il y a du magnétisme, il y a des cristaux, il y a des sons, il y a de l'auto-hypnose, il y a de la régression dans les vies antérieures, il y a même un peu d'exorcisme parfois, parce que je suis aussi exorciste. Je sais jamais à quelle sauce je vais manger les gens, ça dépend. Ça dépend. Ils viennent me voir pour un mal d'épaule et en fin de compte, ce mal d'épaule, il est lié à un décès non réglé d'il y a 20 ans, et ben on va trouver le point et on va attaquer ça. Et comme par hasard, leur épaule va aller beaucoup mieux après. Donc parler de mon métier de guérisseur, c'est pas facile, parce que chaque cas est un cas différent. Alors nous avons une autre question de Ham. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la guérison plutôt qu'une autre option? Plutôt qu'une autre option. Et qu'en est-il des passeurs? Des passeurs. Les passeurs, c'est les passeurs d'âme. Ça fait partie de mon travail aussi, ça. Qu'est-ce qui m'a fait choisir la guérison? D'abord, j'ai pas choisi la guérison parce que j'ai eu tout un parcours professionnel qui est tout à fait ordinaire, normal. J'ai fait 36 000 métiers avant de soigner professionnellement, on va dire. Je sais pas comment dire ça. C'est tout un parcours de vie qui m'a amené à un moment donné, il y a un petit peu plus de 20 ans, à me demander, à m'apercevoir que j'étais plus du tout en accord avec ce que je faisais. Le dernier métier que j'ai fait, j'étais formateur et je formais des vendeurs. C'est-à-dire, j'allais dans les sociétés et j'apprenais à la force de vente, à la force commerciale, comment est-ce qu'on faisait pour prospecter, vendre et trouver des clients et leur vendre un contrat. Et je me suis aperçu que j'étais pas du tout en accord avec ce que je racontais. Je le faisais très bien, j'étais un très très bon vendeur, mais c'était plus ce besoin de susciter chez le client un besoin qu'ils n'ont pas, de développer une envie sur quelque chose qu'ils n'ont pas, était quelque chose qui me gênait de plus en plus. Et donc un jour, j'ai fermé ma boîte, puisque j'avais créé une société de consulting et de formation. J'ai fermé ma boîte en me demandant qu'est-ce que j'allais faire, parce que je voulais plus faire ça, j'y croyais pas. Et je suis resté assez longtemps indécis. Donc j'ai pendant 3 ans été vice-président d'une ONG, donc j'ai fait de l'humanitaire.
histoire de trancher complètement et de changer de vie. Et c'est au cours de cette période que je suis tombé par hasard sur un bouquin que je peux nommer d'ailleurs. Enfin, je vais pas nommer le nom du bouquin parce que je m'en souviens plus, mais l'auteur, par contre, je peux le nommer. C'était Odette Pactard-Didier, qui a écrit toute une saga de romans initiatiques. Et quand j'ai lu son premier livre, je me disais, mais ce qu'il fait là, le monsieur, là, le héros, mais je le fais moi aussi, ça. C'est exactement ce que je fais. Et progressivement a mûri l'idée d'exercer professionnellement ce métier. Et donc maintenant, ça fait un petit peu plus de 20 ans que je l'exerce, et ben ça va beaucoup mieux dans ma vie et dans ma tête. Alors, il y a une question de Pascal. Est-ce que vous pratiquez à distance aussi? Ça dépend quoi. Il y a des choses qu'on peut pratiquer à distance et il y a des choses qu'on peut pas pratiquer à distance. C'est un petit peu comme si vous demandiez à un chirurgien, si je vous envoie ma photo avec mon appendicite, est-ce que vous pouvez m'opérer? Ben non, non, je vais pas vous opérer de l'appendicite à distance. Par contre, il y a certains soins qui sont des soins purement énergétiques qu'on peut faire à distance, effectivement, à l'aide d'une photo, d'un objet ou de choses comme ça. Mais je vais faire une réponse de Normand, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ça dépend des cas. Alors, une question de Ham. Pourrais-tu alors dire plutôt que c'est la guérison qui t'a choisi? Je sais pas si elle m'a choisi, j'ai toujours été dedans. Donc, est-ce qu'elle m'a choisi? Je peux pas dire ça. Je l'ai jamais quitté, j'ai toujours été dedans, toujours évolué dans ce milieu. Puisque déjà tout petit, je le faisais. Inconsciemment, mais je le faisais. Je me sentais obligé de mettre la main sur le genou de mon copain qui était tombé dans la cour de l'école et qui avait un gros bobo. Donc, non, on peut pas dire que la guérison m'ait choisi, mais je l'ai pas choisi non plus. Ça fait partie de moi. Intrinsèquement, ça fait partie de moi. Est-ce que tu t'es rendu dans des endroits dits chargés, style la forêt de Brocéliande? Et as-tu ressenti quelque chose de particulier? Alors, la forêt de Brocéliande, non seulement j'y suis passé par hasard, mais en plus, régulièrement, tous les ans, pour le solstice d'été, je fais un séminaire là-bas, où j'emmène une dizaine ou une vingtaine de personnes pour vivre une expérience nature dans les énergies de la forêt de Brocéliande. Donc oui, je connais bien la forêt de Brocéliande. Des endroits chargés, j'en ai visité pas mal, effectivement. Maintenant, pour en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur mon site professionnel qui s'appelle www.équilibre-énergie.com. Et là, vous verrez l'ensemble des soins et des stages que je propose, qui est à peu près à jour, à part la fiche contact, parce que j'ai déménagé récemment, et donc l'adresse est pas bonne. Mais sinon, le téléphone est bon, l'adresse mail est bon, tout est bon. Mais vous verrez là-dedans les différents stages que je fais, et je mets pas tout dedans, parce que c'est pas possible. Sinon, ça serait un site de 2000 pages, alors qu'il y en a qu'une dizaine, parce que je suis pas webmaster, moi je sais pas. Enfin si, je sais un petit peu faire des sites, mais voilà, c'est moi qui les fais. Ça se voit, il n'est pas extraordinaire, mais il y a quand même pas mal de choses dedans. Allez voir, vous verrez, c'est marrant. Et est-ce que tu connais des endroits chargés qui sont méconnus? Et si oui, peux-tu nous en parler? Alors oui, bien sûr que je connais des endroits chargés qui sont méconnus, mais non, je peux pas vous en parler. Parce que s'ils sont méconnus, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il s'y passe des choses et que c'est des endroits secrets. Donc non, je peux pas vous en parler. Mais il y en a, bien sûr. Et j'en ai visité un certain nombre, bien sûr. Mais à côté de ça, vous avez des endroits qui sont connus et qui sont extraordinaires. Donc il y a Brocéliande, bien sûr, qui est à mon avis le summum en France de ce qu'on peut trouver au point de vue énergétique. Et sinon, vous avez Bucarache, dans le sud de la France, pas très loin de Rennes-le-Château. Vous avez Rennes-le-Château qui est intéressant au niveau énergétique. Vous avez Vézelay. Vézelay qui est baigné par une énergie tout à fait particulière, une énergie assez templière d'ailleurs,
qui est tout à fait intéressante. Et quand on va dans la cathédrale, non, c'est pas la cathédrale, c'est la basilique. C'est une basilique qui est à Vézelay. Pour le solstice d'été, on peut percevoir des phénomènes énergétiques intéressants. Un petit peu comme dans la cathédrale de Chartres. Vous allez dans la cathédrale de Chartres, qui est, à mon avis, une des plus belles cathédrales, sinon la plus belle qu'on puisse avoir enfin, tout au moins chez nous. Il y a des énergies merveilleuses. Et les énergies de la cathédrale de Chartres sont hyper fortes. Aujourd'hui, je peux plus le faire parce qu'ils ont fait plein de travaux et que ça rime plus à grand chose. Mais il y a quelques années, je faisais régulièrement des visites de la cathédrale de Chartres, visites ésotériques de la cathédrale de Chartres, c'est-à-dire voir le côté caché de la cathédrale, voir les points stratégiques de la cathédrale. Mais maintenant, on n'y a plus accès, alors c'est pas la peine. Mais on ressent quand même bien les énergies dans la cathédrale de Chartres. La cathédrale de Reims, c'est intéressant. Pratiquement toutes les cathédrales sont des endroits intéressants au niveau énergétique. Même Notre-Dame de Paris, malgré tous les touristes. Et Dieu sait si, quand vous y allez à 2 heures ou 3 heures ou 4 heures de l'après-midi et qu'il y a des cars entiers de Japonais qui viennent avec leur appareil photo, l'énergie baisse en flèche. Mais quand vous y allez à des moments un petit peu plus tranquilles, vous percevez des sensations très 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 intéressantes. Il y a beaucoup d'églises comme ça, beaucoup d'églises où il y a des énergies intéressantes. Alors, moi, je suis pas un spécialiste des églises, hein, je suis druide, je suis pas chrétien, donc je passe pas mon temps dans les églises. Mais j'aime bien les églises parce que, d'abord, il faut savoir que la plupart des églises, tout au moins les cathédrales, toutes les cathédrales de France et même d'Europe, ont été bâties sur des anciens sites druidiques. Donc, les énergies qui sont là sont devenues des énergies christiques, mais sont avant tout des énergies druidiques. Nous avons une question de Robert qui te demande comment reconnaître un endroit qui est chargé. Y a-t-il des indices particuliers? Y a-t-il des indices particuliers? C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne question? C'est une question fraîche, intéressante, intelligente, pertinente. Et à une bonne question, on se doit de donner une bonne réponse. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne réponse? C'est une réponse fraîche, pertinente, intelligente. Ça me donne le temps de réfléchir, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Oui et non. Comment dire? C'est un endroit où vous vous sentez bien, ou un endroit où vous vous sentez pas bien. C'est-à-dire, c'est pas un endroit neutre. C'est un endroit qui vous gêne, ou c'est un endroit où vous vous sentez vraiment à la maison. Vous savez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'approcher une pierre, un rocher, un arbre, et de sentir une impression désagréable, comme si vous étiez entouré de moucherons qui vous gênent, ou de ressentir des picotements, ou alors de vous retrouver dans un nuage de béatitude complète. Eh ben voilà, ça, vous avez des chances pour que ça soit un endroit chargé. Alors nous avons une question de DD07. Que pensez-vous des menhirs érigés sur des lieux très sacrés et bourrés d'énergie, comme c'est dit sur Internet, les lieux telluriques? Oui. Il faut savoir à quoi servent les menhirs et les dolmens. Les menhirs et les dolmens sont un petit peu les aiguilles de l'acupuncteur. La Terre, c'est comme un corps humain. Donc il est traversé par des cycles et par des réseaux d'énergie qui sont un petit peu comme les nadis du corps humain. Et quand un acupuncteur met une aiguille au croisement de plusieurs nadis, ce qu'on appelle un point d'acupuncture, c'est pour apaiser ou rehausser ce point. Et ben les menhirs, c'est la même chose. Les menhirs, ce sont des aiguilles d'acupuncteur qu'on a mis à des endroits stratégiques pour baisser une énergie ou monter une énergie. Ce qui permet à la Terre d'avoir un équilibre. Ça sert à équilibrer la Terre. Moi, j'aurais une question si c'est possible. Que penses-tu des ronds de sorcières? Qu'est-ce que je pense des ronds de sorcières? Alors, je vais te répondre à une question par une question, bien sûr. Qu'est-ce que tu appelles, toi, des ronds de sorcières? Eh bien, en Alsace, pas très loin de chez moi, il y a un grand cercle taillé dans la pierre et la légende dit que ça fait partie des ronds de sorcières où des rites druidiques et sorciers étaient pratiqués il y a plusieurs milliers d'années. J'en pense que du bien.
J'en pense que du bien parce que ce sont des endroits qui sont chargés d'histoire, mais pas que d'histoire. Ils sont chargés de magie. Et quand quelqu'un est un peu sensible et ressent les énergies, quand il se tient au centre ce que tu appelles toi un rond de sorcière, il ressent vraiment des choses intéressantes. Il vaut mieux éviter, quand on est un débutant complet, de trop y traîner, parce qu'il traîne des énergies qu'on n'est pas toujours capable de maîtriser. Il y a moins de risques quand on est en groupe. C'est pour ça que les druides travaillent pas seuls, ils travaillent en collège ou en bosquet, que les sorciers travaillent en Coven, ou je sais plus comment ils disent, mais en groupe, parce que en étant à plusieurs, on peut canaliser ces énergies et s'en servir. Alors que seul, si on n'a pas suffisamment de puissance, sans aller jusqu'à se griller les neurones, on peut quand même se faire du bobo un peu. J'ai donc fait une bêtise. Merci. J'ai pas compris. Tu as quoi? J'ai donc fait une bêtise. Merci. Tu as fait une bêtise? Ça, c'est pas bien. Voilà. J'y Parce suis que tu as allée. été C'est vrai traîné. que j'y suis allée. Et je me suis sentie appelée vraiment par ce centre et je me suis installée pendant une bonne demi-heure au centre. Ça veut pas dire que tu as fait une bêtise. Ça veut dire que tu t'es senti appelé. Donc, ça veut dire que tu avais la capacité nécessaire à résister à cette énergie. Donc, c'est bien. C'est bien. Mais si tu veux, en matière énergétique comme en magie, il faut éviter de jouer aux apprentis sorciers. C'est pas parce qu'on a lu un bouquin sur les énergies ou sur la magie ou sur l'exorcisme ou sur tout un tas de choses qu'on est devenu un spécialiste. C'est pas parce qu'on a lu 1000 bouquins sur les mêmes sujets qu'on est devenu un spécialiste. Ça veut dire qu'on est devenu un intellectuel du domaine, mais pas du tout un pratiquant. Donc après, il faut écouter son ressenti. Le ressenti est important parce que il nous ment rarement. Donc si toi tu t'es senti appelé, tu y as été, c'est bien. Et comment tu t'es senti? Bien. Très très bien, très apaisée. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a requinqué. Voilà, t'as ta réponse. Ne crois pas que c'est une bêtise. Non, non, pas du tout. Merci. T'as pris un risque, mais c'était un risque apparemment calculé parce que t'étais appelé, tu t'y sentais bien. Et donc c'est bien, faut le faire. Faut écouter son ressenti. Merci. Je t'en prie. Alors, nous avons une question d'Evalia. Comment tu peux expliquer ceci? Alors, anecdote d'un ami. Un soir, il rentrait chez lui. Mon ami a vu un sapin qui se pliait, la pointe a touché le sol. Il a ressenti des picotements dans tout le corps. Bien. Alors, bon, une fois qu'on a passé les questions de base et classiques qu'on devrait poser dans ces cas-là, est-ce qu'il avait bu ou est-ce qu'il avait fumé? Si la réponse est non, c'est qu'effectivement il a rencontré quelque chose. La réponse est non. Hein. D'accord. Non, parce que ça aussi, ça peut arriver. Hein. On croit voir des choses, mais on voit rien. Même si on y est persuadé. Moi, personnellement, j'ai jamais vu un sapin se plier. Et voir le bout du sapin toucher terre, ça, j'ai encore jamais vu. Donc je suis pas comme saint Thomas. Moi, je crois. J'ai pas besoin de le voir pour le croire. Mais ça me paraît quand même physiquement peu probable que ça puisse se faire. Qui est une vibration, que l'arbre se soit penché. Oui, ça c'est concevable. Il y a le point de cassure de l'arbre. Donc faire une courbe pour toucher terre. Mais je veux bien le voir, par contre. Oui, c'est pas du scepticisme. Hein. Je commence à avoir maintenant une bonne pratique de tous les phénomènes un peu bizarroïdes et paranormaux. Surtout depuis que
depuis maintenant presque 15 ans que je fais de l'exorcisme. J'ai vu des choses vraiment très espesses. Mais il y a quand même des choses qui physiquement sont peu probables. Et qu'un arbre, avec ses racines en terre, puisse faire une courbure pour toucher le sol, j'ai quand même un peu de mal. Tu as parlé de Rennes-le-Château. Est-ce que tu t'es déjà rendu et qu'est-ce que tu as ressenti au fauteuil du diable à Rennes-les-Bains? Alors, Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains, c'est une histoire intéressante parce que on a réussi à mélanger des phénomènes purement énergétiques locaux, puisqu'on est juste à côté de Bugarach, qui est un des hauts points énergétiques de France. Donc forcément, toute la région est baignée un peu dans des énergies bizarres et intéressantes. Pas toujours bienfaisantes et pas toujours malveillantes non plus. De toute façon, les énergies sont jamais ou bonnes ou mauvaises. Hein. C'est un petit peu une mise en exergue de l'état d'esprit qu'on peut avoir, qui fait que ça devient mauvais ou bon. Et donc à ce phénomène purement énergétique, on a rajouté du mythe et de la légende, et on a créé de toutes pièces un roman, un jeu de pistes, un mélange intéressant qui est pas vraiment fondé, qui est pas toujours fondé sur des choses réelles. Allez, je vais être très large. Je dirais que 20% de l'histoire de Rennes-le-Château est peut-être vraie, mais pas plus. Le reste, c'est du roman, parce qu'on a réussi à mêler le mythe et la réalité, mais d'une manière vraiment très forte. Ce qui fait que maintenant, il y a très peu de gens qui savent faire la différence. Et du coup, il y a un égrégore qui s'est formé sur la région de Rennes-le-Château qui a pris vie et qui existe énergétiquement. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, mais c'est un petit peu comme une nouvelle religion. Si on est suffisamment nombreux à prier le dieu téléphone, et qu'on le prie d'une manière intense, il va se créer un égrégore de ce dieu qui va prendre vie. Ce qui fait qu'on peut créer une divinité avec rien, simplement avec la foi. Et ça a une vraie puissance énergétique derrière. Mais Rennes-le-Château, c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'y vais pas assez souvent à mon avis, parce qu'il y a des énergies intéressantes. Et ce mélange de légende, de réalité et d'énergie est vraiment intéressant et ne peut être que bénéfique pour tout le monde, à mon avis. Parce que avec un ami, on est souvent allé au fauteuil du diable, que ce soit de jour comme de nuit. Le fauteuil, je m'excuse, je te coupe, mais le fauteuil du diable, c'est un petit peu comme le tombeau de Merlin à la forêt de Brocéliande. Hein, c'est-à-dire que Merlin, il a jamais été enterré là-bas, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'il s'y passe énergétiquement des choses sympas. Il y a des milliers, voire des millions de gens qui sont passés sur le tombeau de Merlin et qui ont mis des petits mots sur l'arbre du tombeau de Merlin, qui sont des messages, des demandes, des choses comme ça. Ce qui fait qu'il y a un égrégore qui s'est créé sur place qui est très puissant. Et effectivement, les gens vont là-bas un peu comme à Lourdes, demander quelque chose et ils l'obtiennent. Pas tous, mais il y en a qui l'obtiennent parce que l'égrégore est puissant. Et le fauteuil du diable, c'est un peu ça. Il doit y avoir aussi il y a un autre égrégore, il me semble, aussi à Brocéliande, parce que pour ma part, les vœux que j'ai fait là-bas se sont réalisés. C'est à la fontaine de Barenton. Voilà. Bien sûr, c'est évident. La fontaine de Barenton, c'est le point fort de la forêt de Brocéliande. Au niveau énergétique, c'est le point fort. Avec certaines portes de fées qui sont présentes, c'est vraiment le point le plus chargé.
Et effectivement, moi, quand je fais mon séminaire en Brocéliande, je le termine par la fontaine de Barenton, et, et les stagiaires qui viennent et qui font leurs vœux, souvent me recontactent quelques mois après en me disant tiens, j'avais demandé quelque chose et je l'ai eu. Donc oui, effectivement, c'est un endroit intéressant, la fontaine de Barenton. Ouais, et d'ailleurs, il y a un petit dicton dans le coin, quand il y a un orage sur la météo, ça veut dire qu'il y a un visiteur qui a foutu de l'eau sur la pierre. Bien sûr, bien sûr. Mais là, on est en pleine légende arthurienne. Donc, pour ceux qui connaissent pas la légende arthurienne, je vous demande absolument de lire les légendes arthuriennes. C'est magnifiquement écrit. C'est un peu vieillot, mais c'est magnifiquement écrit. Et c'est toute notre culture, c'est toute la culture celte et la culture gauloise et française qui est pris dans ces romans des Chevaliers de la Table Ronde. Et c'est merveilleux d'enseignement. Il y a un autre endroit, bon, il y a plein d'endroits en Bretagne qui sont chargés, mais il y en a une autre forêt aussi dans le Finistère, la forêt du Helgouët. C'est très différent. La forêt d'Helgouët, c'est très différent comme énergie. C'est une énergie, comment dire, pas plus guerrière parce que j'aime pas beaucoup ça, mais peut-être plus sauvage. Voilà, c'est une énergie plus sauvage, plus difficile à dompter, mais moins empreinte de magie. C'est plus il y a de la magie aussi, mais c'est plus la magie de la nature. C'est pas la magie des magiciens. C'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est aussi un endroit intéressant, oui, bien sûr, où on peut faire de belles rencontres. Si on est un peu sensible et qu'on a un contact facile avec les arbres, par exemple, effectivement, on peut faire de très très belles rencontres dans cette forêt. Effectivement. Alors, on en reviendra après parce que là, il y a pas mal de questions. Donc, une question de Ham. Est-ce que tu peux nous parler de l'axe universel et des différents plans dimensionnels? Oh là là, c'est beaucoup trop technique pour moi, ça. Moi, je suis un homme simple. Moi, je suis un homme simple. Je vis les choses simplement. Et là, on rentre dans une intellectualisation qui n'est pas de mon fort. Une autre question de DD07. Quand Gérard, tu fais du magnétisme pour soigner, comment procèdes-tu pour te nettoyer? Est-ce que tu utilises de l'eau des mains jusqu'au coude en secouant les mains très fort ou une autre méthode? C'est une bonne question. Chez moi, c'est évolutif. C'est-à-dire que dans mes différentes formations, dans mes différents apprentissages, j'ai appris 36 000 méthodes pour me nettoyer. Je les ai toutes pratiquées assidûment. Maintenant, je le fais moins, voire plus, parce que je suis arrivé à un stade d'auto-nettoiement permanent. C'est-à-dire que chez moi, ça transmute immédiatement. Alors bien sûr, de temps en temps, quand j'ai mis les mains sur un patient qui était vraiment très très chargé, et je le sens que ça me remonte dans les mains, oui, je vais me laver les mains, bien sûr, pour faire partir les miasmes énergétiques qui essayent de s'agripper à moi. Mais d'une manière générale, j'ai plus spécialement besoin. Parce que les pierres qui sont avec moi, parce que les divinités ou autres qui m'aident dans mes pratiques m'empêchent d'être touché par tout ça. Donc je transmute immédiatement. C'est-à-dire que j'aspire en fin de compte les énergies négatives et je les transmute. D'accord. Et puisqu'on parle des pierres, de quelle pierre tu t'accompagnes par exemple, selon les soins? De quelle pierre je m'accompagne? J'ai des milliers de pierres. J'en ai des valises entières. Déjà, moi, je travaille avec deux types de pierres. Il y a ce qu'on appelle les pierres semi-précieuses, c'est-à-dire les cristaux de roche, lapis-lazuli, enfin toutes les pierres qu'on peut trouver en boutique. Et c'est un travail intéressant parce que ça travaille dans le subtil.
mais j'aime bien utiliser aussi ce que moi j'appelle les pierres sauvages. Les pierres sauvages, c'est des pierres que je ramasse dans la campagne, dans les rivières, dans la montagne, qui sont vraiment des pierres, j'allais dire des pierres de la terre, les autres aussi sont de la terre, mais je veux dire des pierres qu'on n'achète pas, quoi, des pierres qu'on trouve, des galets sur le bord de la mer, des galets de rivière, parce que c'est pas la même énergie. Et l'énergie qu'il y a dans ces pierres-là est très très différente des pierres semi-précieuses. Et j'utilise plus les pierres semi-précieuses pour travailler dans le subtil, et les pierres, ce que j'appelle donc les pierres sauvages, pour travailler dans la matière. Voilà. Et j'aime bien mélanger ces deux pierres, c'est-à-dire les pierres semi-précieuses et les pierres sauvages. Quand je fais un soin, j'utilise un peu les deux, parce que c'est important de travailler en même temps sur le corps physique et en même temps sur les corps subtils. Mais bon, ça, c'est ma manière à moi de faire. Ça, vous le trouverez dans aucun bouquin. Non, c'est sûr, c'est personnel, là. Une question de Dédé. Est-ce que l'obsidienne est une bonne pierre? Il n'y a pas de mauvaise pierre. Il n'y a pas de mauvaise pierre. Il y a de mauvaises utilisations des pierres, mais il n'y a pas de mauvaise pierre. Donc l'obsidienne est une très bonne pierre, mais elle n'est pas bonne pour tout. La seule et unique pierre qui est, comme on dirait dans le bâtiment, tout corps d'état, c'est-à-dire qui peut servir à tout, c'est le cristal de roche. Parce que c'est le cristal de roche, s'il n'y a qu'une seule pierre que vous devez avoir, c'est le cristal de roche. Parce que c'est celle qui sert à tout. C'est vraiment celle qui sert à tout. Maintenant, toutes les autres pierres sont des pierres plus spécifiques, qui vont travailler plus spécifiquement sur un corps subtil, sur un chakra, sur un sentiment, sur un archétype. L'obsidienne est une très très bonne pierre, oui, mais ça dépend ce qu'il veut en faire. Une question d'Evalia. Comment utiliser les pierres? Est-ce qu'il faut s'entourer de pierres, les porter sur soi? Elle n'a pas trop compris comment faire des soins avec les pierres. Ben, ça dépend ce qu'elle veut faire avec. Est-ce que c'est des pierres pour elle, pour se protéger elle, ou est-ce que c'est pour se soigner elle, ou c'est pour faire un soin à quelqu'un? Pour de la protection personnelle. Alors, pour la protection personnelle, le mieux, c'est de l'avoir sur soi. Maintenant, ça dépend aussi quelle pierre. Il y a ce qu'on appelle des pierres aspirateurs. Les pierres aspirateurs, ce sont généralement des pierres noires, comme la malachite, comme l'obsidienne, comme la tourmaline. La tourmaline noire est une pierre merveilleuse. Ça, c'est des aspirateurs à énergie négative. Donc, on peut en avoir une petite sur soi, mais moi, c'est vrai que quand je fais un soin, en dessous ma table, je mets une énorme tourmaline noire, parce que ça aspire les énergies négatives du patient. Ce qui m'évite, moi, de les prendre sur moi. Déjà, ça, c'est bien. Ça évite que tout ce qui tombe de la table se retrouve sur le plancher de mon cabinet. Donc ça les aspire, et donc c'est nickel. Maintenant, si vous avez des pierres de protection style œil de tigre, quartz rose et autres, c'est bien de l'avoir dans sa poche, c'est bien de l'avoir autour de son cou si c'est un collier, c'est bien de l'avoir en bague. Maintenant, si vous utilisez les pierres pour travailler sur les chakras, eh ben c'est bien de les poser sur les chakras quand vous faites votre travail. Donc vous savez tous que on a 7 chakras principaux. Il y a une pierre qui correspond à chacun des chakras. Et ben quand on fait un travail, quand moi je fais un travail de nettoyage des chakras par exemple, ben j'utilise cette pierre que je pose directement sur l'emplacement des chakras. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne manière d'utiliser les pierres. D'ailleurs, ceux qui ont lu un certain nombre de bouquins seront d'accord avec moi.
ils disent tous des choses merveilleuses, mais différentes les uns des autres. Et si on veut prendre au pied de la lettre ce qui est écrit, on est complètement paumé, parce que d'un bouquin à l'autre, ils vont dire tout et son contraire. À mon avis, la meilleure manière de se servir des pierres, c'est de laisser parler son ressenti. Par exemple, vous allez voir dans un bouquin qu'on va vous dire que pour telle pathologie, il faut utiliser cette pierre-là. Moi, quand je traite un patient, je passe mes mains sur les pierres, je me focalise sur ce que je veux en faire, et c'est une des pierres qui va me dire « Coucou, c'est moi ». Et quand on regarde dans le bouquin, eh ben, elle sert pas du tout à ça. Mais c'est pas grave. Moi, elle m'a dit « C'est moi ». Donc je sais que c'est elle qu'il faut que j'utilise. Donc je la prends. Avec les pierres, il faut sortir un petit peu des... C'est bien d'avoir lu des bouquins sur les pierres, parce que ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec. Mais il ne faut pas rester enfermé dans ce que vous avez lu. Il faut laisser faire marcher votre imagination, votre imaginaire, votre ressenti, et laissez-vous faire par les pierres. Laissez-les vous guider. Et ça va fonctionner très très bien. On peut les programmer aussi, les pierres, Gérard. Bien sûr qu'on peut les programmer. Maintenant, il faut savoir programmer une pierre. C'est pas forcément à la portée de tout le monde de programmer une pierre. Mais moi, régulièrement, ça m'arrive de programmer une pierre que je donne à un patient pour que le soin continue après sa visite dans mon cabinet. Et parce que je vais pas le revoir avant une semaine ou 15 jours, et ben pendant ce temps-là, le soin continue. Parce que j'ai programmé la pierre pour ça. Maintenant, au-delà de la programmation, il y a la connivence avec une pierre. Si vous avez une pierre avec laquelle vous travaillez beaucoup, cette pierre va devenir un petit peu une extension de vous-même. Et plus vous allez travailler avec elle, plus elle va se charger et plus elle va s'harmoniser avec vous. Ce qui fait qu'après, vous n'aurez même plus besoin de travailler avec elle. Si, il faut le faire de temps en temps, mais sur le principe, vous n'aurez plus besoin de travailler avec elle. Le seul fait d'être en sa présence va agir et fonctionner. Et une autre question encore de Black Box. Enfin, comment tu te situes, désolé, hein, par rapport au néo-druidisme ou le druidisme historique? Que peux-tu nous en dire? Je déteste cette appellation de néo. Il y a des néo-tout maintenant. Il y a des néo-druides, il y a des néo-chamans, il y a des néo-templiers, il y a des néo-ceci, il y a des néo-cela, il y a des néo-intellectuels, il y a de tout. Tout est néo. Il faut absolument qu'on mette du néo partout. Comment est-ce qu'on peut être un néo quelque chose? On est ou on n'est pas quelque chose. On est druide ou on n'est pas druide. On n'est pas néo-druide. Ça veut dire quoi être néo-druide? Ça veut dire quoi être néo-chaman? Néo-chaman, ça veut rien dire. On est ou on n'est pas chaman. On est néo-templier. Ça veut dire quoi être néo-templier? Nouveau templier? Mais on est ou on n'est pas templier. Un templier, c'est quelqu'un qui a l'âme d'un chevalier. Ok, on a ou on n'a pas l'âme d'un chevalier. On n'a pas l'âme d'un néo-chevalier. Donc ce terme néo pour moi ne veut rien dire, donc je l'utilise pas. Alors nous avons une question de Corinne, donc d'ailleurs bonsoir Corinne. Que penses-tu de la pierre labradorite? On me l'a conseillé car le cristal apparemment ne me correspondait pas. Bon, vraiment. La labradorite, c'est la pierre des chamans. C'est une pierre extraordinaire, qui a des vertus extraordinaires. Moi, j'en ai toujours une autour du cou, surtout quand je fais mes rituels, parce que c'est une pierre de protection pour moi. Mais je connais peu de personnes qui ne peuvent pas travailler avec cette pierre. Maintenant, l'avoir en permanence sur soi, comme moi, c'est pas forcément une bonne chose. De toute façon, l'ensemble des pierres, c'est pas forcément une bonne chose de les avoir en permanence. C'est bien de faire des pauses. C'est bien de faire des pauses, et en plus, le fait de changer de pierre va vous permettre de travailler sur différents endroits.
Maintenant, vous pouvez utiliser des pierres spécifiquement pour certaines choses. Moi, quand je fais une cérémonie chamanique, j'ai toujours ma labradorite sur moi. Toujours. Parce que ça me protège. Quand je suis en transe, quand je pars au tambour et que je vais en transe, c'est une pierre qui me protège et qui me permet de revenir plus facilement. Mais moi, c'est une pierre que j'adore, la labradorite. En plus, elle est très très belle. Elle a des reflets de couleurs extraordinaires. Et avec des différences de couleurs d'une pierre à l'autre extraordinaires. Mais c'est une pierre magique, hein, la labradorite. Ouais, moi c'est ma préférée. Alors moi j'aurais une question. J'ai beaucoup travaillé avec une pierre de lune pendant un peu plus d'un an et j'arrivais à la ressentir même sans l'avoir près de moi, mais elle a fini par casser. Est-ce que c'est normal? Oui, bien sûr. Une pierre qui casse, c'est une pierre qui a fini son travail avec vous. Donc, ça veut dire qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle casse. Et donc, ce qu'il faut faire d'une pierre qui casse, eh ben, il faut la respecter et il faut pas la mettre à la poubelle. Il faut l'enterrer. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai enterrée. Je m'en doutais, mais je le dis pas pour toi. Oui. D'accord, merci. Je t'en prie. Alors, il y a une question d'Evalia. Y a-t-il un moyen de guérir ou de réduire au maximum le psoriasis? Ah, le psoriasisme. Oui, allez voir un guérisseur. Les médecins savent pas le soigner. Ça et le zona, les médecins savent pas le soigner. Il y a que les guérisseurs qui savent le faire. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui envoient les gens voir un magnétiseur pour ça. Donc la réponse est oui, bien sûr. Psoriasisme, zona, ce sont nos chevaux de bataille, bien sûr. Il n'y a que nous qui savons les traiter, ça. Tout le monde a du magnétisme. Simplement, c'est comme les maths, il y en a qui sont meilleurs en maths que d'autres. Voilà, c'est tout. Mais est-ce qu'on pourrait vivre sans les maths? Oui, bien sûr. Par contre, on ne pourrait pas vivre sans magnétisme. À partir du moment où on est vivant, on produit un champ magnétique. Donc on est tous des magnétiseurs, sans exception. Regardez la maman qui a jamais fait aucune étude, dans le fin fond de sa cambrousse, son gamin se brûle le doigt, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va souffler dessus. Ça, c'est du magnétisme, ce qu'on appelle le souffle magnétique. Et ça va apaiser le bobo. Donc on le fait tous d'une manière naturelle. Maintenant, est-ce qu'on va tous devenir des guérisseurs, des professionnels? Non, bien sûr que non. Mais on l'est tous, bien sûr. Et c'est naturel de le faire. Alors, il y a une question de Christelle. Je suis magnétiseuse et je suis une vraie éponge. Comment me préserver? Ça c'est le gros problème des magnétiseurs et magnétiseuses en herbe, c'est que ils absorbent, et puis au bout d'un moment, eh ben ils en peuvent plus et ils sont malades parce qu'ils ont chopé toutes les saloperies de leurs patients. Donc effectivement, il faut se nettoyer. Alors quand on débute, quand on ne sait pas comment on fait, déjà après chaque patient, on se passe les mains sous l'eau, mais jusqu'au coude. Hein, on n'a pas besoin de se laver avec du savon. Il suffit de faire couler l'eau. Donc c'est l'eau courante, hein, d'où le terme l'eau courante. Donc on ouvre le robinet et on passe ses mains de la pointe des doigts jusqu'au coude et on redescend. Et après on secoue ses mains, comme l'a dit quelqu'un tout à fait tout à l'heure, qui était tout à fait dans la justesse, et on se secoue les mains. Une autre méthode, c'est la douche. Alors bien sûr, on n'a pas dans notre cabinet une douche tout le temps, mais le soir quand on rentre chez soi, on passe sous la douche et on visualise que coule de la douche la lumière divine, la lumière cosmique. Hein, dans l'eau, c'est en fin de compte une douche cosmique qu'on prend. Mais on la matérialise physiquement par une vraie douche. Donc c'est un pouvoir de visualisation. Il faut beaucoup travailler sur la visualisation, c'est important.
Alors, Donc voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième méthode qui est plus employée en guérison spirituelle, c'est la prière. La prière est un bon moyen de s'auto-nettoyer. Maintenant, je dis que c'est plus utilisé en guérison spirituelle, je devrais dire en guérison religieuse, c'est-à-dire en christianisme, en islam un petit peu, en judaïsme. Voilà, on peut utiliser la prière parce qu'elles existent, et elles sont structurées. Et généralement, quand on pratique ces religions, on y croit, donc on peut les utiliser. Maintenant, quelqu'un comme moi qui est pas contre les religions, mais qui est en dehors des religions, dans le druidisme, à part 2 ou 3 prières pour des événements spécifiques, on n'a pas de prière, mais on cause avec Dieu, on cause avec nos dieux. Donc on leur demande, on peut leur demander des choses. Donc aide-moi à ceci, aide-moi à cela, parce que moi je tutoie mes dieux. Une autre méthode, c'est les pierres, parce que les pierres protègent et absorbent, donc on peut utiliser les pierres. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? On peut utiliser des bâtons, on peut utiliser... Il y a plein de moyens de se protéger, mais on va pas faire un cours là-dessus, parce que là on en a pour des plombes. Alors, une question de Gabriel. As-tu des conseils pour nous protéger des ondes électromagnétiques qui nous entourent? Non. Enfin, oui, bien sûr. Se protéger, ça veut pas dire les éviter. On peut pas les éviter. On vit de plus en plus dans un monde baigné d'ondes électromagnétiques. Entre le Wi-Fi, le Bluetooth, le machin, le bidule, il y en a partout. Et plus ça va aller, plus il va y en avoir. Donc, moi, j'utilise les cristaux parce que ça me protège bien. Sinon, il y a un exercice que j'enseigne en séminaire qui s'appelle rentrer ses corps subtils. Que je peux pas vous expliquer parce que ça ne s'explique pas, ça se montre. Enfin bon, il y a des exercices comme pour ceux qui ont lu un petit peu ou qui ont fréquenté un peu des stages, on vous a déjà parlé de la boule de lumière autour de vous, de la coque protectrice, des choses comme ça. Ça fonctionne, mais ça demande un peu de pratique, bien sûr. Alors une question d'Evalia. L'azurite est-elle effectivement bénéfique pour apaiser le stress? Oui, l'azurite est une pierre qui travaille sur le stress, oui, effectivement. C'est pas la seule. Après, toutes les pierres bleues sont des pierres qui travaillent sur le stress. Un certain nombre de pierres vertes aussi travaillent sur le stress, mais un vert pas trop soutenu. Les pierres oranges aussi sont des pierres qui travaillent sur le stress. Enfin, ils peuvent servir pour travailler sur le stress. Mais l'azurite, oui, est une bonne pierre pour ça, ouais. Ensuite, elle demande s'il y a-t-il d'autres moyens naturels de chasser le stress et l'angoisse. La méditation. Relaxation, méditation. Il y a une question, je ne sais pas si si tu vas pouvoir y répondre. C'est une question un peu qui va te sembler bizarre. Mais bon, qu'est-ce que le bizarre actuellement? Comment expliques-tu que souvent autour des endroits mégalithiques, il y a des apparitions de boules lumineuses? Ah, bien sûr, les phosphènes. Il n'y a pas que là qu'on en trouve. On en trouve dans la plupart des églises. J'ai un ami qui ne peut pas faire une seule photo dans une église parce que il chope tous les phosphènes qu'il y a. C'est-à-dire que quand on regarde ces photos, on voit ces boules lumineuses. Et ce qui est intéressant, c'est que il a un appareil photo de très bonne qualité. Et donc un jour, on s'est amusé à grossir
ce phosphène, un phosphène. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? On s'est aperçu qu'en le grossissant très très fort, à l'intérieur, on voyait des visages. Donc dans tous les lieux énergétiques, il y en a. Tout le monde ne les voit pas, mais dans tous les lieux énergétiques, il y a des phosphènes. Et ça, c'est très très intéressant. Parce que c'est pour les gens qui les voient, c'est une manière de savoir qu'ils sont dans un lieu très énergétique. Et pour continuer, par rapport à ces boules lumineuses, il y a toujours une autre question. Comment expliquer que dans les lieux chargés, il y ait souvent des apparitions d'ovnis? J'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse à ça. Moi, j'ai jamais été personnellement confronté à une rencontre avec un ovni. J'ai pas spécialement approfondi et étudié l'ufologie. Pas parce que j'y crois pas parce que ça m'intéresse pas, parce qu'on peut pas s'intéresser, on peut pas creuser tout, c'est pas possible. Et donc ça, j'estime que c'est pas mon domaine de compétence. Bien sûr, j'ai eu l'occasion, à travers des régressions dans les vies antérieures, d'être confronté aux phénomènes extraterrestres, mais j'ai pas de conseils et pas de choses à raconter là-dessus parce que c'est pas du tout ma spécialité. Vous avez parlé des vies antérieures, qu'en pensez-vous? Si je fais de la régression dans les vies antérieures, c'est que j'y crois. La question, c'était une perche là. Oui, bien sûr, oui, complètement. Bien sûr que je crois à la réincarnation et aux vies antérieures. Ça fait 20. Je crois que ma première régression, je l'ai faite il y a 25 ans. Et depuis ce temps-là, j'en fais régulièrement. J'en ai fait pendant des années sur moi-même. Et puis maintenant, ça fait des années que j'en fais en cabinet sur les autres. J'ai été confronté à des choses assez scotchantes. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur la réincarnation, sur les régressions dans les vies antérieures, c'est que c'est très très difficile de faire la part des choses entre la vraie réalité, j'adore dire ça comme ça, et le phénomène imaginatif. Parce que le lien est très très faible entre les deux. Et il faut un certain nombre de séances, pour savoir démêler le vrai du faux. C'est-à-dire la part construite par notre imaginaire par rapport à notre culture et à nos connaissances et la vraie réalité des vies qu'on a pu passer avant. Voilà. Maintenant, il y a des choses qui sont incontournables. Quand par exemple en séance, j'ai un patient qui répond à mes questions dans une langue comme l'essénien ou l'araméen qu'il a jamais appris de sa vie, c'est qu'il va la chercher quelque part cette langue. Il l'a pas. Enfin voilà, c'est lui qui répond. Donc où est-ce qu'il a été la chercher? Il a été la chercher dans ses connaissances qui sont liées aux vies antérieures. Mais est-ce que c'est dangereux ou pas de faire des régressions sous hypnose pour les vies antérieures? Moi personnellement, j'utilise pas l'hypnose parce que ça correspond pas à ma mentalité. J'ai étudié l'hypnose, je suis aussi hypnotiseur, mais je pratique pas du tout parce que ça m'intéresse pas. Je pratique l'auto-hypnose. La grosse différence entre l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est que dans l'hypnose, c'est moi qui prends le contrôle, donc c'est moi qui vais donner des indications que le patient va prendre pour acquis. Dans l'auto-hypnose, c'est lui qui reste toujours maître de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut dire non, ça m'intéresse pas, je rentre pas là-dedans. Alors qu'en hypnose, non. Quand il est sous état hypnotique, je lui insuffle une idée et cette idée devient vraie. Alors qu'en auto-hypnose, il peut toujours la réfuter parce qu'il est toujours maître, toujours conscient et maître. Donc moi, j'utilise pour les régressions l'auto-hypnose. C'est pour ça que c'est parfois un peu plus long parce que effectivement, on est obligé de faire un certain nombre de séances
Parce que les premières séances servent surtout à trouver quelle est la bonne méthode d'auto-hypnose pour lui, celle qui va fonctionner le plus pour lui, et ensuite à déblayer la partie imaginative créée par son esprit, son mental, et la réalité de connexion avec des vies antérieures. Donc le travail est un peu plus long, un peu plus fastidieux, mais il est plus vrai, à mon avis. Je veux pas dire que l'autre méthode est pas bonne, c'est pas la mienne. C'est pas dans mon caractère. Je suis pas dans imposer ma volonté à l'autre. Je suis dans l'aider à trouver sa volonté, sa vérité. Bonsoir tout le monde déjà. Gérard, est-ce que tu peux nous parler des menhirs et des dolmens, tiens, par exemple. La question, je pensais au niveau énergétique. Est-ce qu'il est bien d'être proche de lieux tels que un emplacement de menhir, de dolmen, ou vaut-il mieux éviter des lieux du genre? Est-ce qu'il est bien d'être près d'un dolmen ou d'un menhir? Oui et non. Ça veut dire quoi, est-ce qu'il est bien? Est-ce que ça peut faire du bien? Bien sûr que ça peut faire du bien. Est-ce qu'il faut y rester en permanence? Non, ça sert à rien. Est-ce qu'on est bien sur la table d'un magnétiseur? Oui. Est-ce qu'on doit y passer sa vie? Non. Enfin, moi, je prends personne en pension complète chez moi. Hein. Et ben, les menhirs et les dolmens, c'est pareil. Ils prennent personne en pension complète. Donc, oui, pour une cérémonie, pour un moment de connexion, pour être à côté d'un dolmen ou d'un menhir, c'est génial. Se servir d'un dolmen pour y mettre son sac de couchage, non, pas vraiment. Je sais pas si ça répond à la question. Pascal, est-ce que cela répond à la question? Pascal n'est plus là, mais je lui ai transmis la réponse par écrit, merci. D'accord. Il y a pas de choses qui sont bonnes en permanence. Sinon la vie serait un peu triste. La vie justement, c'est ce mélange de toutes les expériences qu'on peut avoir. Donc il faut se laisser traverser par ces expériences, mais il faut pas se raccrocher à une en se disant ah, c'est ça qu'il me faut. Non. Alors nous avons une question de DD07. En Ardèche, il y a des pierres à venin pour soigner. Est-ce que tu connais cette pierre et que soigne-t-on avec? Ah, la pierre à venin. La pierre à venin, c'est comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs, c'est une pierre qui sert à soigner les morsures de serpents. Serpents, araignées et autres saloperies du genre. Donc comment on s'en sert? Eh ben en l'appliquant dessus. Voilà, quand on s'est fait mordre par un serpent, on met la pierre dessus. Et ça fonctionne pas mal. Alors, je dis que ça fonctionne pas mal parce que c'est pas 100% garanti. Mais c'est bien d'en avoir une quand on est beaucoup en nature. Maintenant, c'est très dur à trouver. Des pierres à venin, c'est pas facile à trouver. Moi, personnellement, j'en ai pas. J'en ai eu une dans le temps. Et puis, je sais pas où elle est passée et j'en ai pas retrouvé depuis. Donc, si lui, il a une combine pour en avoir, ça m'intéresse. Alors, nous avons une question de Terza. Que penses-tu de la puissance du cristal? Qu'est-ce que je pense de la puissance du cristal? Oui. Ouh, que du bien. Que serait ma vie sans cristaux? Bonne question. Moi, le cristal fait partie de ma vie depuis la nuit des temps, puisque ça fait un certain nombre de vies que je vis avec les cristaux, et ça remonte très très loin dans le temps. Donc, pour moi, la vie sans cristal est même pas concevable. Le cristal, à mon avis, c'est la pierre la plus merveilleuse que la nature nous ait donnée, parce que c'est vraiment, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la trousse de secours à avoir tout le temps sur soi, quoi. Moi, j'ai toujours un cristal dans ma poche, parce que ça peut toujours servir.
un soin que je dois faire alors que c'était pas prévu, n'importe quoi. Un cristal, c'est toujours utile d'en avoir un. Après, il faut savoir choisir son cristal. Il faut avoir la patience de trouver le bon cristal. Alors nous avons une question de Ham, une question assez longue. On parle beaucoup de l'énergie des pierres, mais il y a aussi de l'énergie dans les arbres, dans l'eau, dans l'air. Quelles sont les différences entre les différents éléments dans ce qu'ils apportent d'énergie? Est-ce que ce sont les mêmes types d'énergie? Quelle différence il y a entre de la salade et une pomme de terre? C'est tous les deux des aliments. Hein. Ça sert à manger, à se nourrir, à reprendre des forces. Maintenant, je pense que la différence entre une feuille de salade et une pomme de terre, elle la voit. Donc, c'est un peu dans le même ordre d'idées, quoi. On a besoin... Le corps est constitué d'une multitude d'énergies et on a besoin de toutes les intégrer. Donc on a besoin de l'énergie de l'air, on a besoin de l'énergie de l'eau, on a besoin de l'énergie des arbres, on a besoin de l'énergie des pierres. C'est pas les mêmes énergies, ça fait pas les mêmes choses, mais le corps a besoin de l'ensemble de toutes ces énergies-là. Que dire d'autre? Une question de Gabriel. Si on ne se sert pas des pierres durant des mois, perdent-elles de leur force? Non, elles perdent pas de leur force, elles perdent de leur connexion avec toi. C'est-à-dire qu'il faudra réactiver cette connexion. Est-il vrai que on peut se recharger quand on est fatigué sur des arbres? Et quel type d'arbres particulièrement? Les chênes, par exemple? Bien sûr que c'est vrai. Moi, c'est un des enseignements que je donne. J'apprends à mes élèves à communiquer avec un arbre et à se ressourcer près d'un arbre. Et donc, moi, je leur apprends ça d'une manière, on va dire, chamanique. Voilà, il y a des manières, il y a 36 000 manières de contacter les arbres. Les chamans ont une manière bien à eux de le faire. Et moi, c'est ce que j'utilise et c'est ce que j'enseigne. Mais ça, c'est pareil, ça s'explique pas, ça se montre. Si vous voulez, si vous voulez voir comment je fais, venez à mes stages. Mais oui, bien sûr que c'est important. Alors, quel type d'arbre? Il n'y a pas de type d'arbre. Ce qui est important, c'est de trouver son arbre. Comment est-ce qu'on trouve son arbre? Eh ben, on se promène au milieu d'eux, et puis on s'arrête et on parle avec eux, et puis il y en a un qui va nous parler mieux que les autres, et ça va être celui-là, notre arbre. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un frêne, ça peut être un chêne, ça peut être n'importe quel arbre. C'est important que ça soit un gros arbre, parce que s'il est petit, il aura moins d'énergie et moins de connaissances qu'un gros. L'idéal, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les rois de la forêt, les vraiment très 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 gros, qui sont d'ailleurs souvent des chênes, mais pas que. Il n'y a pas de mauvais arbres. Il y a que des arbres plus forts que d'autres, c'est tout. Après, il faut trouver le sien. Et c'est bien d'avoir tous un arbre référent. Un arbre référent, on n'a pas forcément besoin d'être en lien visuel avec lui. Une fois qu'on a établi une connexion avec lui, on peut même à distance se connecter à cet arbre. Donc c'est bien de prendre le temps d'aller dans la forêt et de trouver son arbre. Moi, j'aurais une question à propos des arbres. Oui. Je vois l'énergie autour des sapins. Ça fait vraiment comme une petite pluie lumineuse, mais je déteste les sapins. Est-ce que ça veut dire que c'est quand même mon arbre? Non. D'accord. Non. Ça veut dire que c'est celui que tu as le plus de facilité à voir. D'accord. Merci. Voilà. Mais je t'en prie. Mais si tu veux, choisis-toi un arbre en te fiant non pas à ce que tu vois, mais à ce que tu ressens. N'aie pas peur de toucher les arbres, et il y en a un qui va te donner une sensation que tu n'auras pas avec les autres.
ça sera celui-là ton arbre. Et celui-là, il faudra rentrer en communication avec. Donc il y a toute une méthodologie pour rentrer en communication avec un arbre, pour en faire un frère arbre, qui sera vraiment ton référent arbre, avec lequel tu pourras te connecter n'importe où dans le monde. Super, bah, je vais programmer des promenades. Voilà. Est-ce que quand on a une pierre, on possède une pierre qui est rayée, est-ce qu'on doit s'en séparer et la changer? En reprendre une autre? Oh mon Dieu, quelle horreur. Pourquoi s'en séparer? Dans ces conditions, ça veut dire que quand tu as un œil de tigre, il faut le jeter. Parce que l'œil de tigre est une pierre rayée. Bien sûr que non, qu'il faut pas acheter. Donc, garde bien ta petite pierre rayée, Corinne. Bien sûr que non, au contraire. Les labradorites rayées sont des pierres magnifiques. La labradorite, c'est un mélange d'effets de couleurs assez extraordinaires. C'est pour ça qu'on pense qu'elle est rayée ou qu'on la voit rayée. Mais j'aurais tendance à dire que plus les couleurs d'une labradorite sont mélangées, c'est-à-dire plus on voit de reflets différents, plus la pierre est forte. Donc surtout la jette pas. Ou si jamais tu la jettes, dis-moi dans quelle poubelle, j'irai faire un tour par là-bas. Voilà, c'est la fin de la rediffusion de la première partie de la conférence avec Gérard Confineau sur le druidisme et les énergies. La deuxième partie sera en ligne jeudi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt sur EDH TV et Fréquence Interdite.